Bonjour, je suis Isor Manchon et je suis experte en stratégie d'innovation. J'ai passé une formation en sciences humaines et sciences politiques. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans comme chef de projet sur des projets d'innovation, notamment en transition énergétique. Et je me suis formée à l'accompagnement à l'innovation dans une école de design pour pouvoir accompagner des structures, quelles qu'elles soient, à mieux comprendre leurs enjeux, leurs besoins et à développer des outils et des stratégies pour y apporter des réponses différentes, innovantes, pertinentes et durables. Je me suis formée à l'ENSI, qui est une école de design. Alors, ça peut paraître un peu loin, le design. Pour moi, c'est vrai que les designers, c'était des gens qui dessinaient des jolies chaises, des trucs stylés. En fait, c'est pas ça. Le métier de designer, c'est de comprendre le besoin et le contexte d'usage pour y apporter une réponse appropriée. Et donc, par exemple, pour une chaise, en fait, le contexte d'usage d'une grand-mère qui veut s'installer confortablement dans son salon sans risquer d'escar, ou d'un cafetier qui a besoin tous les jours de monter et de démonter sa terrasse, dans les deux cas, on s'assied, mais c'est pas du tout le même objet qui va être produit. Aujourd'hui, on commence à parler de la crise de la biodiversité. Certains parlent d'une sixième extinction de masse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis les années 70, la population de mammifères, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens, de reptiles a baissé en moyenne de 68% dans le monde. Aujourd'hui, on n'est pas encore bien conscient de cette crise de la biodiversité, à part l'exemple que tout le monde connaît des insectes sur les pare-brises. On a beaucoup moins d'insectes sur les pare-brises après un trajet sur l'autoroute qui a 20-30 ans. Mais c'est un vrai sujet et qui est un sujet qui est connu, identifié par les pouvoirs publics depuis des décennies. En fait, en 1968 déjà, la conférence de la biosphère établissait le besoin de protéger la nature. 68, donc c'est vraiment pas récent. En 92, le sommet de la Terre à Rio a reconnu de façon juridiquement contraignante, et la France a signé ces documents-là, que la conservation de la biodiversité était un devoir pour l'humanité. Aujourd'hui, la France s'est engagée dans des stratégies nationales de la biodiversité qui avaient pour but au départ de stopper la perte de biodiversité, et comme on n'a pas réussi aujourd'hui, de réussir à restaurer. Donc il y a des vrais gros enjeux, on dépend de la biodiversité. Comment est-ce qu'on explique cette crise de la biodiversité? Il y a tout un faisceau de raisons. Je voudrais revenir quand même sur deux ou trois choses essentielles. La première, c'est la question de l'amnésie environnementale. Il y a un psychologue américain, Peter Kahn, qui a posé ce concept. En fait, l'idée, c'est que de génération en génération, on s'habitue à un état dégradé du monde. C'est-à-dire que notre cadre de référence évolue. Il donne l'exemple notamment de pêcheurs qui, au début de leur carrière, pêchent des poissons gros comme ça, et puis de plus en plus petits. Et en fait, la génération suivante de pêcheurs, eux, ils commencent leur carrière avec cette taille de poisson, et c'est de plus en plus petit, ils en ont de moins en moins, mais pour eux, la norme, c'est ça, c'est pas ça. Donc, il y a une amnésie de génération en génération qui fait qu'on ne se rend pas bien compte de la dégradation progressive du monde. La deuxième chose que les chercheurs mettent beaucoup en avant, c'est la notion d'extinction de l'expérience de nature. C'est-à-dire qu'on vit de moins en moins en contact avec la nature. Donc on s'est au départ d'ailleurs isolé de manière très volontaire, parce que ça représentait des dangers, personne n'avait envie de se faire dévorer par un ours en sortant de chez lui. Mais du coup, on s'est déconnecté de cette nature, aussi bien de manière directe. Aujourd'hui, en moyenne, un être humain est à quasiment 10 km de la zone naturelle la plus proche. Enfin, c'est un éloignement physique réel. Et c'est un éloignement qui est aussi symbolique et indirect. Il y a des études qui ont analysé les dessins animés, Pixar et Disney, et qui ont vu que depuis les années 40, il y a de moins en moins de biodiversité présente dans les dessins animés, aussi bien en termes de nombre que de diversité. Et d'ailleurs, enfin, il suffit d'y penser, hein. Si on passe de Cendrillon qui se fait aider par les souris et les oiseaux pour coudre sa robe à Wally, on n'est pas du tout dans les mêmes univers. Donc on a plus cette habitude. Et que si on connaît moins bien, on y est moins sensible et de fait, on aura moins envie de protéger cette biodiversité qu'on connaît moins. Il y a un philosophe que j'aime bien, c'est Baptiste Morisot, qui a beaucoup travaillé sur la question du vivant. En fait, lui, il pose l'hypothèse que la crise écologique actuelle, plus que la crise de l'environnement d'un côté et des sociétés humaines de l'autre, c'est une crise de nos relations au vivant. Pour lui, enfin, et pour d'autres, hein, la nature est devenue un décor aux activités humaines et on a complètement oublié que les autres formes de vie font littéralement le monde par leur présence. Il nous explique que la microfaune des sols fait littéralement les forêts et les champs. Les forêts et la vie végétale des océans fabriquent l'atmosphère respirable qui nous accueille. Voilà, on n'est pas juste dans un décor, en fait, on est tout à fait dépendant des autres formes de vie pour vivre. Et en fait, à partir du moment où le monde du vivant est tombé hors du champ de l'attention collective, parce que justement nos aménagements ont bien fait en sorte qu'on n'ait pas besoin de se préoccuper de savoir s'il y a un ruisseau potable à proximité, parce qu'en fait, on a l'eau courante au robinet, l'urbanisation et le confort nous ont permis de ne plus prêter attention à tout ça. Et du coup, on a complètement oublié que habiter,
Là, je reprends le bâtiment réseau. Habiter, c'est toujours cohabiter. On ne peut pas vivre sans les autres formes du vivant. Une des questions, si habiter, c'est toujours cohabiter, c'est est-ce que l'architecture pourrait aider à répondre à cette crise de la biodiversité? Et forcément, moi, quand j'entends parler de l'école de la biodiversité à Boulogne-Billancourt, je me dis que là, on tient quelque chose. Alors, l'école de la biodiversité à Boulogne-Billancourt, qu'est-ce que c'est? C'est une école primaire qui se situe à Boulogne-Billancourt, comme son nom l'indique, et qui annonce dans son projet, enfin vraiment son ambition, c'est d'accueillir aussi bien la biodiversité que le projet pédagogique de l'école. Alors, comment ça se passe? En fait, il y a une toiture qui est plantée, il y a une forêt carrément en toiture. Les murs extérieurs de l'école sont conçus aussi pour accueillir la biodiversité, que les plantes puissent se développer, qu'il puisse y avoir des nichoirs. Et au sein de l'école, il y a un projet pédagogique. Donc forcément, quand je tombe sur ce projet, je me dis, mais attends, là, on tient quelque chose pour travailler sur notre crise de l'expérience, sur notre relation au vivant. Et c'est d'autant plus important que c'est une école. Or, on sait très bien que les expériences de nature qu'on fait quand on est jeune vont être hyper déterminantes sur la relation qu'on a au vivant et sur la volonté qu'on va avoir par la suite de le préserver ou de faire quelque chose en faveur du vivant. Et cette école, elle a donc comme objet, comme ambition au départ, vraiment d'accueillir en un même lieu et en un même projet le projet scolaire et la biodiversité. Donc je me suis dit que c'était un super cas d'étude pour voir si ou dans quelle mesure l'architecture pouvait être une réponse à la crise du vivant. C'est une école qui présente un bilan remarquable d'un point de vue écologique. C'était une expérimentation et ils ont eu à cœur de la documenter. Et donc, il y a régulièrement un suivi qui est fait par des écologues avec des observations et des prélèvements qui sont faits sur le terrain. Et en fait, ils ont recensé 345 espèces vivantes. C'est énorme. C'est l'équivalent en fait de ce qu'on trouve dans un parc urbain. C'est d'autant plus positif que cette école, elle a été construite sur les anciens terrains des usines Renault à Boulogne-Billancourt. Donc en fait, c'était un lieu industriel, c'était un des anciens hangars, pas du tout un lieu de nature. Donc on a fait revenir par ce projet une nature équivalente à ce qu'on trouve ouais, dans un parc. Clairement, c'est un bâtiment qui a été remarquable aussi parce qu'il a mis en œuvre un certain nombre d'innovations. Il y a des innovations techniques dans le mode de construction, des innovations qui ont été largement documentées, qui sont saluées par la profession. Un exemple, le mur extérieur, en fait, il est constitué à partir de blocs de béton préfabriqués, ce qui a permis d'accueillir des nichoirs pour accueillir des espèces vivantes, des oiseaux, et de prévoir aussi des rigoles pour que l'eau circule le long du mur au lieu d'être évacuée le plus vite possible et permettre ainsi le développement de la vie. Il n'y a pas de vie sans eau. Ça a été innovant aussi dans la manière de concevoir le projet. C'est un projet qui est ultra pluridisciplinaire. Il y a eu des expertises, des regards croisés. Par exemple, en fait, déjà ce projet, il est notamment né de l'expertise de paysagistes qui ont voulu proposer un écosystème en hauteur pour que ce soit, en fait, paradoxalement, loin des passants, loin du monde, et donc que ça puisse être un refuge en fait pour la biodiversité. Ils ont fait appel donc, à l'expertise d'un écologue, Aurélien Huguet, qui a permis d'identifier des espèces de la région pour lesquelles en fait, cette école pourrait être un point de relais intéressant. C'est lui qui a notamment beaucoup travaillé sur la conception des nichoirs qui ont été intégrés dans les parois. Donc, dans la manière de concevoir le projet, on a quelque chose qui est très différent. C'est un projet qui a induit des changements de perspective. Donc, j'ai déjà évoqué l'eau qu'on a fait circuler lentement. Enfin, ça, c'est un changement on ne se rend pas forcément compte quand on ne travaille pas dans l'architecture. Mais aujourd'hui, l'architecture, son but, c'est d'évacuer l'eau le plus vite possible. L'eau, elle peut faire vieillir les bâtiments, enfin, ça amène de la pourriture. Aujourd'hui, on veut surtout que l'eau ne rentre pas et soit évacuée. Mais sans eau, à nouveau, pas de vie. Donc, on a besoin, au contraire, de la garder pour faire pousser des végétaux, etc. Un autre énorme changement, c'est à la fois un bâtiment et un paysage qui a été livré. En architecture, quand on livre un bâtiment, il est livré ce qu'on appelle en parfait état d'achèvement. Et à partir de là, le bâtiment ne fait que se dégrader. Là, ce qu'ils ont livré, c'est aussi un paysage. Et donc là, la livraison, au contraire, c'est un point de départ. Donc oui, l'architecture peut faire des choses pour changer la manière dont on conçoit notre habitat. Et les architectes, eux, ont engagé sur un chemin, une réflexion très différente. Une des choses qui est intéressante dans ce bâtiment, c'est qu'il a été livré en 2014. Il y a quasiment 10 ans, ça permet d'avoir déjà un bon retour d'expérience. On n'est pas en train d'analyser un truc qui vient d'être livré et dont on ne sait pas ce que ça va devenir. Pour voir ce que l'architecture donne en termes de biodiversité, ce qu'il faut aussi, c'est justement changer de regard, pas rester au niveau du bâtiment, mais regarder le niveau du quartier, de la région, etc. En fait, l'écosystème sur le toit aujourd'hui fonctionne bien, notamment parce qu'il a été pensé en termes de continuité écologique. L'écologue qui a travaillé sur le projet, il a regardé quels étaient les écosystèmes environnants. Et en fait, il faut que cet écosystème sur le toit, il puisse entrer en écho, en relation, qu'il ne soit pas isolé. Ce toit à Boulogne, en fait, il fonctionne en ce qu'on appelle en pas japonais. Ça permet aux espèces de se déplacer entre des réservoirs de biodiversité plus importants,
entre des forêts, des parcs plus importants à proximité. Les pas japonais, il faut imaginer un petit système, tu sais, de pierres les unes à côté des autres qui permettent de se déplacer, mais sans avoir une autoroute, quoi. En fait, cette école, je vous ai dit qu'elle était sur les anciens terrains des usines Renault. En fait, elle a été développée vraiment dans une ZAC qui s'appelle la ZAC du Trapèze, donc la zone d'aménagement concerté, qui s'étend sur plusieurs hectares. Et donc, c'est vraiment tout un nouveau quartier qui a vu le jour. Avant d'arriver à la conception de cette école, il y a eu une conception du quartier et des différents axes. Les concepteurs de ce quartier ont vraiment eu cette idée de la Seine, d'un grand parc qui allait pouvoir accueillir une biodiversité qui se diffuserait par capillarité dans toutes les rues, dans tous les bâtiments, jusque sur les balcons, etc. Sur l'histoire du changement d'échelle, donc c'est important de replacer le bâtiment dans son quartier, mais aussi plus largement. C'est-à-dire que je vous ai déjà dit que vraiment d'un point de vue hyper local, l'écosystème local fonctionnait bien et que c'était un succès. Est-ce que globalement le bâtiment, pour autant, a eu un impact positif sur la biodiversité? Pour répondre à cette question-là, il faudrait faire une analyse plus globale et calculer ce qu'on appelle la biodiversité grise. La biodiversité grise, en fait, c'est le cumul des impacts positifs et négatifs sur les écosystèmes induits par un projet. Et donc, pour calculer cette biodiversité grise, il faut aussi prendre en compte l'impact de la production des matériaux, de l'extraction, de la transformation, de la fabrication, du transport. Or, le bâtiment qu'on a là à Boulogne, c'est un bâtiment qui a été conçu en béton. Et on sait que le béton, ça a un impact, notamment carbone, qui est quand même non négligeable. Donc, est-ce que globalement, et pas juste au niveau local, ce bâtiment a eu un impact positif sur la biodiversité? Aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de le dire. Et pourtant, en fait, si on réfléchit à l'impact positif, d'une manière générale, que peut avoir l'architecture sur la biodiversité, il faut réfléchir à cette biodiversité grise et avoir une approche vraiment systémique. Du coup, il faut avoir en tête que l'architecture peut être un élément de réponse, mais dans une réflexion plus large. C'est-à-dire que l'architecture ne sera jamais neutre. Elle va de toute façon consommer de l'espace et des ressources. Et donc, elle ne peut pas être, à mon sens, une solution, mais ça peut être un élément de réponse pour limiter un impact à partir du moment où on a réfléchi à un aménagement urbain, à comment on va s'intégrer pour, du coup, localement, sur un bâtiment donné, limiter l'impact. Il s'avère que sur l'école, il y a eu des petits sujets au départ. C'était une expérimentation, tout n'était pas forcément absolument parfait. Et donc les enfants ont mis du temps à pouvoir accéder au toit, à la toiture, notamment parce qu'il y avait des problématiques en termes de sécurité. Et donc aujourd'hui, la relation entre le vivant et les enfants n'a pas forcément été beaucoup changée. Il y a des ateliers, il y a des interactions, mais pas forcément beaucoup plus que dans une autre école qui aurait eu pour idée de travailler sur la biodiversité et d'aller faire des tours dans la forêt d'à côté, quoi. Et pour autant, en fait, le simple fait d'avoir eu ce projet et d'avoir lancé ces initiatives a changé les relations même entre humains, en fait. Ce projet, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait deux faces. Il y a la face qui est très connue, sur laquelle la ville, l'architecte, l'écologue publient beaucoup, qui est la toiture, la forêt en toiture. Enfin, c'est vraiment un lieu qui est assez exceptionnel. Ils communiquent beaucoup dessus, il y a beaucoup de visites, et c'est l'école telle que le public la connaît. L'autre face de l'école, en fait, qui est les espaces qui sont vécus par le corps enseignant et par les élèves au quotidien. Enfin, au quotidien, les élèves, leur salle de classe, elle n'est pas sur le toit, quoi. La cour de récréation, c'est une cour qui est très minérale, avec une cour au niveau du sol qui est goudronnée, au premier étage qui est bétonné, toutes les façades qui sont très vitrées. On est dans quelque chose qui est assez stérile, qui est assez gris, qui est honnêtement, enfin, je trouve pas hyper engageant. Et du coup, il y a pour certains d'ailleurs une certaine frustration de voir que leur école est connue pour son côté verdoyant, alors que eux, ce qu'ils vivent au quotidien, c'est une école, enfin, somme toute, très classique, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. Donc oui, le bâtiment fait vivre ensemble le vivant non humain et les humains, mais il les fait vivre ensemble comme des voisins à des étages séparés, en fait, qui essayent de pas trop se gêner mutuellement. Et d'ailleurs, en fait, l'écosystème qui est en toiture fonctionne très bien, mais il reste fragile parce qu'il reste hors sol. Il y a un substrat qui est de 1 mètre, donc c'est important, mais ça reste quand même un écosystème artificiel. Donc il y a ces deux communautés, mais qui essayent de pas trop se gêner et qui de temps en temps se rendent visite, mais sans plus. On n'est pas dans une logique de colocation où on vit vraiment ensemble et où on apprend à se connaître, on apprend à avoir des interrelations. Et d'ailleurs, les usagers de l'école, enfin les premiers usagers, donc le corps enseignant, les élèves, ils se sentent parfois un peu dépossédés de ce lieu qui attire tellement d'attention médiatique et politique et professionnelle de la part des architectes. Mais ça, ouais, je le disais tout à l'heure, ça a vraiment quand même changé les relations entre humains parce que se retrouve impliqué dans ce projet pédagogique,
la ville, des écologues. Enfin, il y a des nouveaux acteurs, des relations différentes. L'école accueille non seulement des classes, mais aussi des centres de loisirs. Et donc, les centres de loisirs et les écoles vont essayer de se retrouver, peut-être à essayer d'avoir des projets communs, parce qu'en fait, elles ont ce même toit terrasse, cette même forêt. Les uns vont pas arracher ce que les autres ont fait pousser, en fait. Donc, ça change la manière de s'approprier les lieux et de faire projet. C'est quelque chose qui est du coup très nouveau aussi parce que quand on conçoit un bâtiment aujourd'hui, on va peut-être pas dans la finesse de se dire, tiens, on va penser les interactions des usagers au sein de ce bâtiment. Et en fait, on se rend compte sur ce projet-là que c'est hyper utile. On a besoin à nouveau de changer d'échelle, cette fois-ci pas pour avoir une vision systémique, mais plus pour avoir une vision vraiment sur les gestes, les usages, les interactions. Comment est-ce qu'on va penser la pédagogie? Comment est-ce qu'on va penser la transmission d'informations? En fait, de manière très synthétique, hein, comment est-ce qu'on passe d'un projet technique, parce que c'était un projet technique de réussir à mettre en place un écosystème enfin, vivant et viable en toiture, à quelque chose qui vit et quelque chose dont les usagers s'emparent. Donc, il faut vraiment réussir à aller plus loin. Un des vrais enjeux, du coup, pour la suite de ce projet et puis pour d'autres projets, si on voulait en mettre en place, c'est comment est-ce qu'on favorise cette relation au vivant? Parce que finalement, on n'a toujours pas tout à fait trouvé la solution. Je vais faire un petit retour en arrière. En fait, initialement, ce projet, il avait été pensé par les paysagistes comme justement, enfin, la terrasse comme un sanctuaire, un peu, comme un lieu où finalement l'humain serait pas tout à fait le bienvenu, profitant du fait que c'était en hauteur pour avoir ce pas japonais, mais vraiment sanctuarisé. Comme c'était très innovant et un gros investissement, la ville notamment y a mis beaucoup de moyens, beaucoup d'implications, et du coup voit ce toit comme un outil pédagogique et donc quelque chose de très utilitariste. Et en fait, aujourd'hui, le projet, il oscille entre ces deux visions. Cette vision où on met le vivant sous cloche pour surtout le protéger, mais où du coup on n'a pas de relation, donc il y a un peu un échec aussi, et cette vision où c'est un outil pédagogique comme un autre, mais on n'a pas du coup forcément l'égard pour le vivant. Et donc, il faudrait réussir à trouver cette troisième voie. Et dans ce cas précis-là, moi, je trouve qu'il y aurait déjà énormément à faire, en fait, dans le fait de permettre aux vivants de s'installer dans les cours de l'école qui sont, je le disais, assez stériles, et permettre, du coup, peut-être aux élèves d'avoir une expérience plus au quotidien, parce qu'en fait, aujourd'hui, ils vont pas tous les jours sur le toit de l'école, parce qu'en fait, c'est une école où il y a à peu près 350 élèves. Enfin, imaginez lâcher 350 élèves dans une forêt, 350 élèves qui vont, et c'est tout à fait normal, hein, gratouiller les écorces, creuser la terre, jouer avec les vers de terre. Enfin, l'écosystème, il tient pas un mois hein, à ce rythme-là. Donc les élèves, ils y vont en petits groupes, de manière ponctuelle, de manière encadrée. Mais du coup, il n'y a pas cette relation, ou il n'y a pas assez en tout cas, vraiment le fait de juste mettre les mains à la terre et de voir si ça marche et si ça marche pas. L'idée, pour moi, ce serait déjà de permettre aux vivants d'irradier plus dans l'école et d'avoir des zones où en fait bah, les élèves et le corps enseignant et les centres de loisirs puissent expérimenter des choses, puissent être vraiment en relation. Mais c'est un sujet qui est pas nouveau et qui est pas évident. Alors j'ai fait des petites lectures d'été, c'est une référence au champignon de la fin du monde. Et en fait, dès la préface, il y a un truc qui est hyper intéressant, hein. L'auteur essaye, selon la personne qui a fait la préface, de raconter des histoires dont les humains ne sont pas au centre, mais où ils ne jouent pas non plus le rôle d'intrus, contre lesquels la nature devrait être protégée. En fait, c'est vraiment ça, c'est trouver une voie du milieu où tout ne se fait pas que en fonction de l'être humain, mais où on n'est pas non plus vu juste comme une menace pour l'environnement. Et donc, dans l'école, c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on fait pour que les enfants puissent avoir un contact avec la nature sans nuire à la viabilité de cet écosystème et sans pour autant non plus que tous ne soient que utilitaristes autour d'eux. Si je devais vous laisser avec un dernier message, en fait, j'en aurais deux. Le premier, c'est lisez Baptiste Morisot. Moi, je trouve ça assez dépaysant, c'est très simple à lire et en même temps, ça aide vraiment à changer de regard. Il a une proposition que j'aime bien, qui est la notion d'égard ajusté, en fait, qui est de dire justement, on va ouvrir le champ de notre attention au vivant et lui juste porter égard. Ça ne veut pas dire, justement, c'est à nouveau ni le mettre sous cloche, ni l'utiliser, c'est être dans une relation. Lisez Baptiste Morisot, c'est fantastique. La deuxième chose, faites des expériences de nature. On le sait, on se rend bien compte que quand on fait une balade en forêt, on revient plus apaisé, qu'on a changé notre rapport au temps, qu'on a tout d'un coup ouvert notre attention, qu'on est attentif à plein de détails, à plein de sons, à plein de bruits, à plein d'odeurs. Faites-vous ce cadeau-là, quoi. Allez en nature.